Et ensuite, on lui donne l'impression que non, mais comme ça ne va pas, nous, on va vous protéger, on va vous envoyer au 43e Bima. Mais c'était pour rapidement faire le nid de ceux qui arrivaient. Ils n'avaient pas compris ça. Mais comme la France ne change jamais de méthode, quand en 2002, ils ont attaqué la Côte d'Ivoire, le président de la République se trouvait en Italie. Ils ont envoyé, M. Chirac a envoyé un conseiller pour lui dire non, mais il n'y a pas de problème, comme chez vous, ça ne va pas. Venez ici un peu et puis ensuite, vous allez repartir. Il a dit ok, il n'y a pas de problème, j'arrive demain. Et au moment où les Français l'attendaient, il atterrissait en Côte d'Ivoire. Donc, comme les Français ne changent pas de méthode parce qu'ils nous sous-estiment, c'est les mêmes méthodes qu'ils utilisent. Les mêmes méthodes et qui produisent. Mais cette fois-ci, comme nous avons pu faire l'analyse très tôt, que c'est la France qui a attaqué la Côte d'Ivoire, nous avons armé psychologiquement, armé politiquement notre peuple pour que ce peuple résiste. Et c'est ce qui se passe maintenant. Quels sont les enjeux de cette résistance? Ah, mais les enjeux sont énormes. Il s'agit du contrôle de la richesse ivoirienne. Je rappelle à ceux qui nous regardent que la France, qu'il n'existe aucun pays dans le monde parlant exclusivement français qui soit développé en dehors de la France. Je dis bien, il n'existe aucun pays dans le monde parlant exclusivement français qui soit développé en dehors de la France. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout l'État français ne vit que par les crocs en jambes et les marchés politiques qu'il se donne politiquement dans les pays qu'il contrôle. Lorsque la France a eu besoin de contrôler, le pétrole, la France a attaqué, a fait en sorte d'utiliser Ojukwu pour attaquer son propre pays, le Nigeria, pour vouloir faire ceci, pour que le Biafra gère toute une bonne partie des réserves pétrolières du Nigeria. C'est ainsi que M. Ojukwu, qui a eu comme allié Félix Houphouët, a attaqué son pays. Et même un de ces jours, le port Harcourt, qui est un des ports les plus importants, était tombé aux mains des assaillants, conduits par Ojukwu. Il a fallu à l'époque, Scorpion Noir, le prince a découlé, pour qu'au bout de 6 jours, ils reprennent Port Harcourt, le contrôle de Port Harcourt. Donc les Français sont les mêmes. Ils ne changent pas de méthode. C'est pourquoi je suis frustré quand j'entends « oui, la France de Sarkozy, oui, la France de Chirac ». Non, la France reste la France de par ses méthodes et par ses objectifs. La France a un problème, c'est qu'économiquement, ils n'ont pas réussi à modifier leur système économique pour pouvoir se passer de leur colonie. Voilà le vrai problème de la France. Et donc, leur problème, c'est les crocs en jambes. Regardez un peu ce qui s'est passé ici. Lorsque la Banque mondiale nous a demandé de privatiser. C'est France Télécom, entreprise publique, par sa filiale France Câble et Radio, qui a eu les offres de télécommunications des entreprises historiques pratiquement dans toute la région. J'ai dit bien entreprise publique qui soumissionne pour venir prendre le contrôle d'une entreprise qu'on veut privatiser. Souvent à des francs symboliques. Est-ce que vous voyez comment c'est grave? Donc la France joue en fait sa survie à travers cette crise. Parce que si la Côte d'Ivoire s'en sort, tous ceux qui sont en train de crier, qui lui donnent l'impression d'être avec elle, comprendront, parce qu'il est difficile pour nous autres de comprendre comment des nations peuvent se liguer contre le pays qui leur donne à manger, contre le pays qui abrite la plupart de ses ressortissants. Et comme je vous ai dit que la question de la préférence nationale est au cœur du système, regardez bien que pour attaquer la Côte d'Ivoire, ils n'ont pas eu de mal à avoir comme alliés tous les pays qui sont autour de nous. Parce que si aujourd'hui, pour la plupart de ces gens, le Burkina est au Burkinabé, le Sénégal est au Sénégalais, le Mali est au Malien, etc. Mais la Côte d'Ivoire appartient à tout le monde. Voilà la question centrale pour laquelle la crise éclate. Et c'est la raison pour laquelle, même au sein du RDR, la plupart des gens qui s'agitent sont des Ivoiriens par habitude. Et des gens qui sont là, qui ne sont pas de chez nous. Et donc, fondamentalement, c'est la question de la préférence nationale qui est au cœur du débat. Si nous arrivons à prendre le contrôle de l'État entièrement, mais nous allons reprendre toutes ces pièces qui ont été distribuées à tort et à travers. Nous allons revenir à des lois essentielles où vous ne pouvez pas venir en Côte d'Ivoire et faire n'importe quoi.
et où l'État de Côte d'Ivoire aura son mot à dire en fonction des intérêts des Ivoiriens. C'est de cela qu'il s'agit. Il ne s'agit pas d'autre chose. Nous ne sommes pas en train de nous amuser. Nous sommes en train de reconquérir notre autonomie financière, notre autonomie économique. Nous ne sommes pas en train de nous amuser. Avons-nous, le peuple ivoirien, a-t-il les moyens de mener cette résistance-là? Mais il faut croire que oui. Il faut croire que oui, parce que si le peuple de Côte d'Ivoire n'avait pas ces moyens, que le peuple ne s'était pas mobilisé depuis, ça serait fini. Souvenez-vous des événements de 2004, où parce qu'un État a décidé d'aller libérer son pays qui est confisqué par des assaillants, un autre pays se lève et casse tous ces aéronefs. C'est comme ça que vous comprenez ce qui s'est passé en 2004. C'est ça qui est plus simple. C'est la logique. Parce que si la France veut qu'on puisse s'asseoir, on va s'asseoir pour discuter. Mais la France, et certains me disent, oui, mais le président Gbagbo, il a donné le terminal à conteneurs aux Français, il a donné la CIE et tout ça, et puis les Français. Non! Ne vous trompez pas d'analyse. La France n'est pas à la recherche d'avantages spécifiques en Côte d'Ivoire. La France veut disposer de la Côte d'Ivoire. C'est différent. C'est deux choses totalement différentes. Expliquez. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que vous leur donnez le contrôle de l'énergie électrique, de l'eau, du terminal à conteneurs, etc., qu'ils vont vous laisser tranquille. Et ce n'est pas ça qui les intéresse. C'est l'ensemble. Ils veulent disposer de la Côte d'Ivoire, c'est-à-dire ils veulent que ce soit eux qui décident de ce qu'on fait de nos richesses, de où on va et pourquoi. Et c'est nous, constitués au Trésor français, ce qui est l'essentiel pour eux. Parce que le CFA, ce n'est pas du hasard. Regardez tous ces États qui vont se réunir pour dire à partir d'aujourd'hui on sanctionne la Côte d'Ivoire. Mais ils ont quoi? Ce n'est pas quand à 7, vous avez moins de la moitié des ressources d'une institution que vous sanctionnez celui qui est plus important. Sachez qu'en Côte d'Ivoire, que la Côte d'Ivoire est essentielle. Que la première place financière, c'est Abidjan. La deuxième place financière, c'est Bouaké, quand la Côte d'Ivoire fonctionnait très bien. Que la troisième place financière, c'est Daloa, et que c'est seulement en quatrième position qu'arrive Dakar. C'est-à-dire que normalement, la Côte d'Ivoire aurait dû avoir à la fois le siège et le gouvernorat. C'est-à-dire qu'on devait avoir le poste de gouverneur et le siège à la fois. Mais tout cela va être révisé. On va s'asseoir pour voir qui a droit à quoi. C'est-à-dire qu'on ne va plus faire une répartition théorique, parce qu'on a bien compris que ceux avec lesquels nous sommes répondent des intérêts immédiats de la France. Côté Laurent Gbagbo, on parle de résistance, le peuple parle de résistance. Quand Ouattara, on parle plutôt de révolution. Non, c'est-à-dire que il faut qu'on comprenne bien. Quand vous parlez de révolution, pour parler de révolution, on part d'une base. Est-ce que ce que je dis peut amener les gens à se mobiliser? Quand on parle de révolution, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on n'a même pas besoin d'une intervention extérieure pour être remis là où on veut quand on a été élu. Gbagbo Laurent n'a pas eu besoin d'une armée pour le remettre en 2000 lorsqu'il a été élu. Quand vous avez été élu et que vous êtes vraiment l'élu, il vous suffit de lancer un mot d'ordre et puis c'est terminé. On l'a vu en 2002, en octobre 2002, en octobre 2000. Maintenant, et c'est ça la base de la révolution. Ici, nous sommes dans une situation qui est bizarre. Vous lancez des mots d'ordre civils qui ne prennent pas. Vous parlez de révolution. Mais la révolution suppose que quand vous lancez un mot d'ordre, vous êtes suivi. En matière syndicale, nous, on appelle ça avoir le contrôle du terrain. C'est-à-dire, est-ce que vous avez le contrôle du terrain? C'est ça qui est important en matière syndicale. Et en matière politique, c'est pareil. Si vous voulez faire une révolution, ça veut dire que dès que vous lancez un mot d'ordre, le lendemain, le peuple suit. Le camp Ouattara a prévu le 21 février dernier pour le début de cette révolution. Il y a quelques émeutes. Pourquoi ça ne marche pas, cette révolution? Vous savez, je vous dis, le camp Ouattara se rend bien compte que ce qui fait leur force, c'est qu'ils se sont alliés des intérêts étrangers
pour contrôler l'économie ivoirienne. C'est tout. Mais ils ne se sont pas donné les moyens de contrôler le peuple. Je vous rappelle d'ailleurs que lorsque le coup d'État de 2002 a échoué, ils sont rentrés dans une situation difficile. Il a fallu que Michel de Bonnecorse et Jean-Marie Rivasso, qui sont en France, imaginent un moyen de récupérer cette affaire-là pour remettre ça en selle. C'est ainsi qu'ils ont contacté individuellement les responsables politiques ivoiriens pour créer à Paris le RHDP. C'est à Paris que le RHDP a été créé à l'initiative de Jean-Marie Rivasso et de Michel de Bonnecorse. Donc la France manœuvre. Et ce que nos amis du PDCI n'avaient pas compris, j'ai fait un article un peu avant les élections pour bien montrer, pour bien leur expliquer comment la France manœuvre depuis 2002 pour leur permettre ou pour les obliger à accompagner Ouattara au pouvoir. Regardez même ce qui s'est passé aux dernières élections, au second tour. Dès qu'on a terminé le second tour, non, le premier tour, ils ont fait circuler le bruit que Bédié Konaré était en tête. Mais ce n'est pas parce qu'ils ne savaient pas qu'il n'était pas en tête. C'est simplement parce que, faisant circuler un tel bruit, il leur sera facile de démontrer à la face des illettrés, qui sont nombreux dans ce pays, que, ah tiens, s'il n'est que troisième, c'est parce qu'on a pris ses voix pour donner à Gbagbo Laurent. Mais ce n'est pas fortuit. En se disant que dans une telle gymnastique, il leur sera facile au second tour de mobiliser les gens du PDCI fâchés contre Gbagbo Laurent pour voter contre lui. Donc, c'est des manœuvres françaises qui ne vont pas bien loin parce qu'elles ne sont pas assises sur l'essentiel, c'est-à-dire la mobilisation populaire, envie de voir qu'une politique qui est un programme de gouvernement est mis en œuvre pour que les Ivoiriens avancent. C'est de cela qu'il s'agit, hein. Il ne s'agit pas d'autre chose. C'est-à-dire que tous les appels peuvent se faire pour avoir tout le soutien international, mais tant que vous n'arrivez pas à mobiliser en interne les forces, vous ne pourrez rien. Le ministre du Travail que je suis dit, conformément à telle ou telle chose, le mardi la semaine dernière est férié. Il se trouve que le lendemain, mercredi, est décrété férié par des gens qui ont dit aux Ivoiriens de ne pas aller au travail. Mais en quoi un férié est important pour des gens qui ne travaillent pas? Le férié, c'est important, c'est un arrêt de travail pour ceux qui travaillent. Est-ce que vous comprenez? Donc il ne s'agit pas de lancer des mots d'ordre. Il s'agit de savoir si ces mots d'ordre-là sont d'importance ou non. À partir du moment où vous avez pris la responsabilité de sanctionner tous ceux qui vont au travail, au nom de quoi vous leur dites que c'est un jour férié? Au nom de quel principe? Puisqu'ils sont déjà sous sanction du fait qu'ils vont au travail. Et celui avec lequel ils travaillent dit « Arrêtez-vous un instant parce qu'aujourd'hui, là, c'est la fête du Maouloud ». Non, j'estime qu'il faut que les Ivoiriens comprennent bien. Nous ne sommes pas dans une guerre entre Ouattara et Gbagbo Laurent. Nous sommes dans une guerre où c'est entre les Ivoiriens et la France. Je ne dis pas Chirac, je ne dis pas Sarkozy, je dis la France. Et le nœud, la question essentielle, c'est la question de la préférence nationale. Et si vous observez très bien, vous mettez vraiment à l'écart que vous regardez, la plupart de ceux qui s'agitent sont des Ivoiriens par habitude, c'est-à-dire des gens qui ne sont pas de chez nous, qui croient que la Côte d'Ivoire doit demeurer un État qui n'appartient à personne. Donc c'est ça la question de fond, ce n'est pas autre chose. Et je demande aux Ivoiriens de bien comprendre que leur avenir se joue là, parce que la question essentielle, c'est qui va contrôler les richesses de ce pays et pour qui. Notre réponse, c'est que ça doit être contrôlé par les Ivoiriens, pour les Ivoiriens. Dernière question pour conclure. Le panel des 5 chefs d'État dont on attend une décision pour trancher cette crise post-électorale, va-t-il comprendre cette résistance ivoirienne, ce cri du peuple ivoirien? Oh, écoutez, je ne suis pas diplomate, je sais seulement qu'il y a tout un processus. Je sais également qu'en Afrique, très souvent, quand il y a les crises post-électorales, on aboutit toujours à des histoires du type partage de pouvoir, etc. Nous ne sommes pas pour ça. Pour nous, le panel a
devrait avoir un objectif, c'est de dire qui a gagné les élections. C'est ça qui est essentiel. Pour nous, c'est ça qui est essentiel, qui a gagné les élections. Il ne s'agit pas de dire créer des gouvernements dans lesquels tout le monde a... Non, non, non. Le peuple de Côte d'Ivoire a assez souffert de ces gouvernements. On est même allé, jusqu'après Marcoussis, à avoir un gouvernement dans lequel il y avait des hommes qui étaient à la limite de l'illettrisme. C'était fondamentalement dangereux. Et l'ayant fait, la France l'a fait exprès pour que, pour qu'au moment où on va aux élections, on demande des comptes à celui qui est président de la République. Ah, pourquoi ceci n'a pas marché? Pourquoi vous n'avez pas fait ça? Mais un président réalise ce qu'il a réalisé avec deux choses: les ressources matérielles et les ressources humaines. À partir du moment où il y a des hommes et des femmes qui sont à la limite de l'illettrisme, comment vous voulez qu'il réalise ce qu'il a réalisé? Et à partir du moment où ceux qui sont là ont une mission, c'est de saboter l'État pour que ça n'avance pas. Comment voulez-vous que ça avance? Le résultat, mais il est dramatique. Donc j'estime que dans cette crise, et c'est pour cela que le SINARES avait parcouru à l'époque, en tout cas nous avons parcouru à l'époque tout le pays pour bien faire comprendre aux Ivoiriens qu'au-delà des apparences, il y a des enjeux bien plus importants au-delà des individus. Gbagbo Laurent, Ouattara, c'est pas important. Voilà, c'est pas important. C'est dommage que certains, aujourd'hui, vont dans de tel ou tel côté en espérant qu'ils puissent avoir tel ou tel poste. C'est dommage. Le peuple ivoirien face à son destin, résistance ivoirienne, pourquoi? Quels enjeux? Nous recevons pour vous, chers téléspectateurs, le professeur Niamé Messou, ministre du Travail. Merci d'avoir répondu à notre invitation, monsieur le ministre. Merci. Bonne suite au programme sur la première. Vous pouvez retrouver toutes nos émissions www.rti.ci. Bonne soirée chez vous.